Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la deuxième semaine de la Vuelta. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé au niveau de la course. On va voir un petit peu mon avis. En fait ça va être comme le débrief de cette première semaine, ça va être un petit peu par catégorie, par thème. On va dire, on parlera notamment des échappées, on parlera des bleus, on parlera de cette course, encore une fois, illisible et assez imprévisible également. Et puis on parlera notamment de la bagarre pour le maillot blanc, où ça sercerait pour le maillot de meilleur grimpeur également. Et puis on parlera un petit peu, on essaiera d'envisager ce qui peut se passer dans cette dernière semaine de course, où il va y avoir encore pas mal de difficultés, notamment dès demain, avec une journée compliquée. Je vous invite même à voir la présentation de la course et de cette arrivée au Lagos de Covadonga. Même si du côté de cette deuxième semaine, on aura quand même deux journées un petit peu plus calmes, mercredi et jeudi, qui seront des journées plutôt réservées, notamment mercredi, ça c'est sûr, à un sprint normalement, mais il faudra voir qui va rouler. Et puis on aura trois étapes compliquées sur cette semaine numéro 2, notamment l'étape de samedi prochain avec le Picon Blanco et plus de 5000 mètres de dénivelé positif, ce qui sera extrêmement compliqué pour les coureurs. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu, qu'est-ce que vous avez aimé sur cette deuxième semaine. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Et puis si vous n'avez pas les moyens et que vous ne voulez pas mettre d'argent, ce que je comprends totalement, et bien si vous voulez me soutenir, pas de problème, vous cliquez rapidement sur la miniature, sur les notifications, comme ça les vidéos sont mises plus en avant du côté de YouTube. Allez, on commence tout de suite par le premier thème, et bien la course. Toujours aussi illisible, cette course à une semaine de l'arrivée. Illisible déjà pour le général, où on a quand même des coureurs, des acteurs qui parfois sont bien et puis parfois ne sont pas au top de leur forme. C'est vrai, je pense notamment à Primož Roglič, qui nous a fait sur certaines étapes vraiment de grandes impressions. Et puis sur d'autres journées où c'était un peu moins ça encore. Et puis d'autres coureurs qui reviennent un petit peu de l'arrière, on y reviendra un petit peu plus tard dans cette vidéo plus précisément, mais des coureurs qui avaient commencé vraiment piano et qui ont l'air d'être vraiment plutôt bien sur cette deuxième semaine et qui ont l'air de finir plutôt fort. Et puis à l'inverse, des coureurs qui vont peut-être s'écrouler dans cette troisième semaine. La course est aussi lisible au niveau de la stratégie. Parce qu'on a vu quasiment que des échappés aller au bout sur cette deuxième semaine de course. Quasiment que des échappés sont allés au bout. Si on regarde bien, nous avons eu la victoire d'Eddie Dunbar, nous avons eu les deux victoires de Castrillo, Michael Woods également qui s'est imposé, Wout van Aert. En fait, seule l'étape de Caden-Groves est une étape avec un sprint, et encore, on ne s'attendait pas forcément à un sprint potentiellement, enfin moi je ne m'attendais pas à un sprint sur cette étape 14, donc sur cette deuxième semaine, qui aurait pu parier les vainqueurs que l'on a eu? C'était quand même très compliqué. Moi j'ai eu du cul avec Michael Woods, par exemple Pablo Castrillo, j'ai hésité à le mettre sur l'étape 12, mais je ne l'ai pas mis, parce que pour moi, c'était, voilà, je ne le voyais pas. Caden-Groves, sur l'étape 14, je ne voyais pas du tout un sprint, donc je ne l'ai pas mis. Pablo Castrillo sur l'étape 15, alors là, je ne le voyais absolument pas aller chercher l'étape 15. Et je n'avais pas mis non plus Van Aert sur l'étape 10, parce que je m'attendais plutôt à une bagarre entre leaders du général. Et c'est ça depuis quasiment le début de la course, enfin, à part le départ au Portugal, mais c'est vrai que moi je ne m'attendais pas à ce que Roglič attaque au bout de 4 jours de course. Je ne m'attendais pas à ce que Ben O'Connor reprenne 5 minutes aussi. Est-ce que Adam Yates soit nulle part le samedi et soit hyper performant le dimanche? Donc on a vraiment une course qui est extrêmement lisible parce qu'on n'a pas un leader qui domine. C'est vrai qu'on en parlait après cette première semaine, mais c'est vrai qu'on n'a pas les ogres qui dominent. Et que potentiellement Carapaz n'est pas exceptionnel. Primož Roglič, un jour ça va pas.
en montagne, que derrière Landa, Enric Mas pour le moment n'ont pas attaqué, que chez UAE, bah, on vise plus le général et bon, la stratégie de la UAE, on a du mal quand même un petit peu à la comprendre. Mais parce que bon, Sivakov, Adamiette, on ne sait pas trop s'il joue encore le général et bon, s'il joue le général de toute manière, ça sera pas mieux que 5e. Bon, David Gaudu peut potentiellement faire top 5, ce qui serait un très bon résultat pour le coureur français. Et puis voilà, Skiel Moseux qui peut revenir de l'arrière, Sepkus, encore une fois, on en parlera. Même Eddie Dunbar qui est 15e peut aussi revenir en prenant des échappées un petit peu de l'arrière. Donc c'est vraiment une course qui est très très dure à lire. Et surtout, personne pour le moment n'a véritablement pris l'avantage. Pour tout vous dire, pour le moment, Ben O'Connor est toujours en maillot rouge. On est à... Oui, alors Ben O'Connor toujours en maillot rouge. Malgré tout, il y a un problème pour Ben O'Connor. Déjà un premier problème de base. Même s'il était au top de sa forme, c'est qu'il y a un contre-la-montre de 30 km pour finir. Donc 30 km face à Roglic, il va pas perdre qu'une minute. Il va perdre plus. Donc déjà, il a ce problème-là, Ben O'Connor. Tant qu'il y a Roglic en course, il a ce problème-là. Après, Roglic, il faut qu'il termine la dernière semaine sans tomber, ce qui n'est pas si facile que ça du côté de Primož Roglic, parce que je rappelle que normalement, c'est une chute tous les 17 jours de course. On y arrive bientôt, 17 jours de course du côté de Primož Roglic. Du côté de Ben O'Connor, on a vu quand même les limites de son équipe sur cette deuxième semaine. C'est avec Victor Lafay, il manque 2 jours de course, ça a été compliqué. Clément Berthet, c'est pas foncièrement un pur grimpeur non plus, je dirais que c'est plus un puncher, donc au bout d'un moment, il arrive à des limites. Même Félix Gall a explosé, et on ne sait pas trop comment il va finir du côté de Félix Gall. Donc on voit que l'équipe autour de Ben O'Connor est un petit peu légère, et surtout, jusqu'à maintenant, Ben O'Connor en haute montagne n'a jamais été en mesure de suivre les meilleurs coureurs. Pour le moment, ce qui le sauve, c'est qu'il a pris 5 minutes d'avance dans cette première semaine. Mais à chaque fois qu'il y a eu de la haute montagne, à chaque fois qu'il y a eu des grosses attaques, il n'a pas été en mesure de suivre Ben O'Connor. Donc il est maillot rouge, mais c'est un maillot rouge, on le sait tous, en sursis. Ça va être très compliqué désormais de le garder. Certes, il a 1 minute d'avance, mais même si c'est pas Roglic, il va réussir à garder par exemple 2,40 sur Carapaz. Si Carapaz décide de lancer les hostilités, ça va être dur. Est-ce qu'il est en capacité de garder 2 minutes 23 sur Enric Mas? Pas sûr non plus. Donc c'est là tout le problème de O'Connor, c'est qu'il n'y a pas que Roglic derrière. C'est qu'encore une fois, il n'a pas battu en haute montagne tous ceux qui étaient derrière. Landa, Enric Mas, Carapaz, il les a pas battus. Ou il les a battus parfois, mais de 5-6 secondes et sur une seule étape. Je crois que Carapaz, il y a une fois, il était devant Carapaz, mais ça va être compliqué. Parce qu'aujourd'hui, très clairement, en haute montagne, allez, il est plutôt au niveau de David Gaudu. Et voire, il a parfois du mal à tenir la route, David Gaudu. C'est plutôt presque du niveau d'Adam Yates. Donc certes, il a cette chance-là, c'est d'avoir eu 5 minutes, on lui a donné 5 minutes d'avance. Mais aujourd'hui, ça ne suffira pas sur cette 3e semaine. Même s'il y a 2 étapes qui, pour moi, mercredi et jeudi, n'influeront pas sur le classement général, il t'en reste 4 qui peuvent influer sur le classement général, notamment un contre-la-montre de 30 km, mais notamment une étape avec 5000 mètres de dénivelé positif, et encore 2 autres à arriver au sommet en plus, notamment des Demas avec le Covadonga, qui est une journée qui va être difficile. Les côtes avant vont fatiguer, mais le final sera extrêmement difficile. Et puis l'étape de vendredi, qui est également une arrivée au sommet, qui est également sur une arrivée difficile et fatigante. Donc je vois pas Ben O'Connor garder le maillot rouge. Voilà. Après, est-ce que je me dis que même le top 5 sera pas évident. Parce que si ni Roglic, ni Mas, ni Carapaz, ni Landa craquent, et même si un de ceux-là craque, vous avez toujours Gaudu, vous avez toujours Skiel Moseux, Kuss qui finissent fort, même un Carlos Rodriguez qui a eu une journée moins bien dimanche, mais qui va peut-être... il était plutôt sur une belle série, Carlos Rodriguez. Tous ces coureurs-là sont en capacité... 4,39 pour David Gaudu, on peut dire c'est énorme par rapport à Ben O'Connor,
Sauf que Ben O'Connor, en ce moment, il perd parfois des plâtrés de secondes. Et le jour où il va perdre le maillot rouge, pardon, est-ce qu'il ne va pas y avoir une décompression du côté de Ben O'Connor? Parce qu'on a vu plusieurs coureurs dans cette situation-là garder le maillot pendant très longtemps et avoir parfois du mal à tenir la cadence une fois qu'ils avaient perdu le maillot. Je pense notamment à un Thomas Voeckler qui, après avoir perdu le maillot sur le Tour de France la deuxième fois, donc 2011 de tête, je ne sais plus si c'était 2011 ou 2010, souffre après, notamment sur le chrono, mais sur les 2 derniers jours, voilà, on sent qu'il n'est plus la tête dedans. Et même la première fois, parce que Thomas Voeckler, la première fois en 2004, le maillot blanc, il n'y a pas une énorme opposition sur le maillot blanc. Je crois que c'est Carpets qui le gagne cette année-là. Donc Thomas Voeckler était en capacité d'aller chercher Carpets, je pense. Sauf que les derniers jours de course sont très compliqués pour Thomas Voeckler. Il y a une décompression sur les derniers jours. Donc c'est à prendre en compte vraiment. Parce que quand tu portes le maillot un maillot de leader sur un grand tour pendant de nombreux jours, quand tu le perds, des fois c'est compliqué physiquement. Donc il faudra voir comment ça va se passer pour Ben O'Connor s'il ne perd pas vraiment complètement le fil de cette course. On poursuit. Après Ben O'Connor, on va parler des retours dans le classement. Et oui, parce que cette deuxième semaine, elle est marquée, je trouve, par des coureurs qui avaient commencé vraiment piano. Ça avait presque commencé avec Adam Yates, qui gagne une étape dimanche dernier, mais qui au final ne joue pas le général. On aurait pu s'attendre à ce qu'il joue le général, mais il ne joue pas le général. Mais des coureurs qui avaient vraiment démarré pas top, et qui, sur cette deuxième semaine, se sont relancés. Je pense notamment à Skiel Mose, qui, en début de deuxième semaine, n'était pas exceptionnel, Skiel Mose. Moi, je l'avais même mis en flop sur une des étapes. Et j'avais pas trouvé Skiel Mose incroyable. Sauf que en fin de deuxième semaine, Skiel Mose, il est 9e. Et à plusieurs reprises, il a été dans le top 5 des meilleurs grimpeurs de l'étape. Et oui, Skiel Mose est donc sur une pente ascendante. Skiel Mose, il est 9e à 4,51. C'est-à-dire qu'il est à 11 secondes, 12 secondes de David Gaudu. Potentiellement, il n'est qu'à 1 minute 50 de Landa. Donc à 2 minutes, un peu plus de 2 minutes de Carapaz. Donc il n'est pas très loin du top 5, Skiel Mose. Et Skiel Mose qui ferait top 5 sur la Vuelta, ça serait un très bon résultat de la part du coureur danois. Et ça, c'est que le premier coureur qui a fait une très bonne deuxième semaine. Bien entendu, le deuxième pour moi, c'est Gaudu. Gaudu qui tient le rythme. Alors il est toujours un petit peu en dessous des meilleurs grimpeurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'est pas dans le top 5. Chaque fois, il est toujours un petit cran en dessous des meilleurs. Là, il est toujours un petit ton en dessous. Mais ce petit ton en dessous, ça lui permet d'être 7e parce que comme il était 10e à la fin de cette première semaine, il est toujours dans le coup pour le général. Là aussi, David Gaudu. Et David Gaudu, il est à 4,39. 4,39, il est à moins de 2 minutes de Carapaz. Pas grand-chose du tout du côté de David Gaudu. Donc là aussi, un top 5 est peut-être jouable du côté de David Gaudu, ce qui serait, encore une fois, comme je le signalais, un bon résultat. Mais on n'a pas fini, car Carlos Rodriguez, il était un peu mieux, même il était 6e samedi. Bon, il a eu une journée de dimanche un petit peu plus compliquée, mais Carlos Rodriguez, ça fait aussi partie des coureurs qui sont montés en puissance sur cette deuxième semaine, qui ont plutôt bien réagi après un début de course qui n'avait pas été exceptionnel pour ces coureurs-là. Donc un Carlos Rodriguez, si dimanche c'était une seule journée de moins bien et qui finit bien sur les 3-4 derniers jours de course, là aussi il y a peut-être la possibilité de faire top 5 et de faire top 5 ou top 6. Et puis pour moi c'est Sepp Kuss, parce que Sepp Kuss, lui, sur les derniers jours, là dimanche, il était très bien Sepp Kuss. On n'en a pas parlé sur la chaîne, mais il était très très bien Sepp Kuss. Sepp Kuss, il est 12e. Alors oui, techniquement il est un petit peu plus loin Sepp Kuss. Il est à 7,08. 7,08, ça fait 4 minutes de Mikel Landa. Donc le top 5. Et là aussi, toujours envisageable pour Sepp Kuss, même s'il a fait, il faut bien le dire aussi, beaucoup d'efforts, notamment pour Wout van Aert. Il va peut-être devoir refaire beaucoup d'efforts pour Wout van Aert mercredi ou jeudi,
Mais les 3 premiers que j'ai cités, Gaudu, Rodriguez et Skelmose, qui sont, il faut le dire, qui se suivent au général, hein, 7, 8, 9, c'est des coureurs qui étaient partis. Alors, Gaudu un peu mieux que les 2 autres, mais Skelmose, il n'avait pas été exceptionnel hein, sur les premiers jours de course. Et là, il remonte bien la pente. Et il ne faudrait pas oublier Eddie Dunbar. Eddie Dunbar aussi, qui est 15e. Alors lui, c'est plutôt pour entrer dans le top 10 hein, du côté d'Eddie Dunbar, mais ça serait une belle satisfaction vu l'année de merde qu'il a eue. Eddie Dunbar, et sa victoire lui a fait beaucoup de bien. Par exemple, dimanche, il gagne 3 positions, Eddie Dunbar. Eddie Dunbar, dimanche, il finit 14e de l'étape. C'est-à-dire que Dunbar, il finit à 2 minutes 04. Il finit devant Carlos Rodriguez. Bon, il reprend que 6 secondes à Carlos Rodriguez. Mais il finit à une trentaine de secondes de Gaudu. Là encore, le top 10 est potentiellement envisageable pour Dunbar. Il faudra voir si ça tient dans les prochains jours. Et puis l'avantage de Dunbar, c'est que lui, il aura beaucoup de fraîcheur sur cette 3e semaine que n'auront pas certains coureurs. Ce qui sera la chance également de Skelmose, parce qu'il a très peu couru. Ce qui sera la chance également de Sepp Kuss, parce qu'il a eu une saison compliquée, Sepp Kuss, qui fait qu'il n'a pas tant de jours de course que ça par rapport à l'année dernière au même moment. Pour David Gaudu, c'est moins le cas, parce qu'il a 60, je sais plus, on en a parlé hier, je crois que c'est 65, 70 jours de course pour David Gaudu. Mais David Gaudu, il sait qu'après cette Vuelta, c'est peut-être sa fin de saison. Hein. Je ne suis pas sûr qu'on le voit énormément ensuite, David Gaudu. Donc s'il sait que c'est les vacances, tu mets un peu tout, quoi, potentiellement. Donc ça va être intéressant de voir comment ces coureurs-là, les revenants, on va les appeler les revenants, comment ces revenants vont réussir à performer dans cette dernière semaine de compétition, parce que pour l'instant c'est vraiment pas mal. Alors cette 2e semaine, comme on le disait, elle a été marquée par beaucoup d'échappées et beaucoup de coureurs qui ont été animateurs sur cette semaine. Alors moi j'ai retenu quelques noms. Bien entendu, le premier nom, c'est Pablo Castrillo. Alors, on parlera encore de Carl Pharma un petit peu plus tard dans cette vidéo, mais c'est vrai que Pablo Castrillo, ça a été l'homme de cette 2e semaine. Moi, je le comparais plutôt à Christophe Riblon, mais c'est vrai qu'un coureur comme ça, qui est un très bon baroudeur, bon grimpeur, là, hein, on a vu, sur des étapes, encore une fois, dimanche, il a Sivakov. Alors certes, Sivakov roule, mais bon, il y a Vlasov. Faut aller le chercher, le Vlasov. Et puis même un Sivakov qui roule, ça reste quand même Pavel Sivakov. Hein. On parle quand même d'un mec qui fait partie cette saison, peut-être des 15-20 meilleurs grimpeurs du peloton. Ça veut dire que Castrillo, il n'est pas loin de ces coureurs-là. Il fait vraiment une énorme Vuelta pour le moment, Pablo Castrillo. Mais comme c'est une course qui est assez lisible, c'est vrai que les échappés vont au bout. Alors c'est vrai que ça fait partie des animateurs de cette 2e semaine. Ça va même être pas facile hein, de nommer le baroudeur, le super combatif de cette 2e semaine, parce que pour moi, Castrillo, certes remporte 2 étapes, c'est très bien. Marc Solé, hein, quand même aussi. Hein. Marc Solé a été dans tous les bons coups. Souvent, enfin, c'est vrai que parfois dans un rôle où il a dû faire l'équipier, Marc Solé, mais il a été quand même dans tous les bons coups. Les bonnes échappées et même les premières attaques dans les journées, on a beaucoup de fois cité son nom, et je dirais ça mériterait presque qu'il soit super combatif, parce que moi vous savez j'aime bien répartir les prix, c'est un petit peu mon côté l'école des fans peut-être, et c'est vrai que Castrillo a quand même gagné 2 étapes, ça serait bien de partager les prix, pourquoi pas avec Marc Solé, qui a été beaucoup à l'attaque, et puis il était énormément à l'attaque également en première semaine, hein, Marc Solé. C'est vrai qu'on l'a énormément vu jusqu'à maintenant, le coureur espagnol, et ça peut être vraiment quelque chose à notifier. Max Poole aussi, le Britannique, qu'on a souvent vu à l'attaque. Max Poole, alors les résultats ne sont... Voilà, il n'y a pas eu de victoire d'étape, mais il y a quand même eu des podiums pour Solé et pour Max Poole. Ça, ce sont des résultats intéressants. Bien entendu, Van Aert. Van Aert a été un des animateurs de cette semaine. Alors parfois, animateur, mais sans forcément que la stratégie ait beaucoup de sens, je trouve, notamment sur l'étape qui est arrivée au sprint du côté de Wout van Aert. Où pour moi, je pense que c'était l'étape numéro 14. L'étape de samedi, mais son coup de force sur l'étape numéro 10, où il a été très bon, où il y avait
déjà du beau monde sur cette étape numéro 10. Et ben ça, j'ai trouvé que c'était vraiment un grand coup d'intelligence. Et puis, le fait quand même qu'on est sur un coureur qui soit à la fois présent sur le classement de la montagne et le classement du général. Donc, Jalabert l'a fait déjà, et le classement de la montagne et du maillot vert. Jalabert l'a déjà fait. Tony Rominger, c'était Intergiro, je crois. Il était en tête de 2 classements, mais je crois que c'était pas, je sais plus, Rominger. Sur le Giro en 95, je crois que c'est Intergiro, le classement général et je crois le classement de la montagne. Vous avez donc Jalabert, il y a d'autres noms, il y a Jiménez également, je crois, qui est sorti au niveau des noms. C'est dommage pour Van Aert, c'est qu'il n'y a plus le classement du combiné sur la Vuelta, parce que je rappelle pendant très longtemps il y a eu ce classement du combiné. Le maillot blanc, c'était pas le maillot de meilleur jeune, il n'y avait pas de maillot pour le meilleur jeune, il y avait le classement du combiné. Bon, depuis la Vuelta, ça doit faire au moins 5-6 ans qu'il n'y a plus le classement du combiné, a décidé de rentrer dans le rang, on va dire. De toute manière, c'était souvent Valverde qui avait le classement du combiné. Mais ouais, Van Aert a été l'animateur aussi, et puis le fait d'être à la fois en tête de 2 classements techniquement aussi différents du maillot de meilleur sprinter que du maillot à poids, c'est aussi extrêmement fort de la part du coureur belge. C'est pas parce que je dis assez souvent, parce que des fois des gens ont du mal à comprendre, c'est pas parce que je mets un coureur bonnet d'âne, déjà sur une étape, c'est-à-dire que je considère qu'il est bonnet d'âne sur une étape, que je déteste ce coureur. Et c'est pas parce que je mets pas un coureur non plus coureur au top, c'est que parfois il n'y a plus la place, tout simplement, et que j'ai trouvé que d'autres coureurs étaient meilleurs que lui, mais ça veut pas dire que j'ai trouvé qu'il était nul à chier sur l'étape. Et encore une fois, après j'ai un avis, on pouvait avoir un avis différent. Moi j'ai trouvé que sur l'étape de samedi, pour moi la stratégie n'était pas bonne du côté de la Visma Lease Bike. Mais ça ne veut pas dire que je trouve que Van Aert a fait une mauvaise semaine, encore une fois, ça n'a rien à voir. Et puis Dunbar, bah oui, parce que ça m'a rappelé peut-être un petit peu ce proverbe, ce dicton que je lancerai aujourd'hui. On peut avoir une saison à chier et une Vuelta qui sent pas des pieds. Voilà, le dicton du jour. Parce que c'est vrai que Eddie Dunbar, la saison a été catastrophique, et pourtant, il retrouve des couleurs sur la Vuelta. Victoire d'étape, top 15 au général, peut-être mieux pour Eddie Dunbar. Et ça fait plaisir. Et puis, moi, j'étais content à l'arrivée parce que on sentait que c'était vraiment un soulagement. Que, et je disais, il était tombé, je crois qu'il a dit en moins d'1 an, 8 ou 9 fois, je crois, entre les chutes en course et chutes à l'entraînement. Ce qui est, voilà, 8 ou 9 fois en 12 mois, c'est pour vous dire que c'est du Mamie au Roglic. Et le fait que cette dynamique-là négative se termine pour un coureur qui, quand il est allé chez Jaiko Alula, avait beaucoup d'ambition et qui avait plutôt très bien réussi, je dirais, sur ses premiers mois à la Jaiko Alula, qui derrière, voilà, ça ne s'enchaîne pas derrière, et bien ça faisait très plaisir de voir voilà, le coureur irlandais très content à l'arrivée de cette étape. Autre point, UAE. Alors c'est marrant, UAE. Loin au général, malgré un bon classement par équipe. Et oui, parce que UAE est leader du classement par équipe, avec une marge énorme sur ses adversaires. Donc on pourrait se dire, normalement, le classement par équipe, c'est vrai que ça montre la dynamique d'une formation, mais normalement, ton leader est plutôt bien classé au général. Alors là, c'est pas catastrophique, encore une fois, mais bon, on s'attendait à tellement mieux de la part du UAE. Alors c'est vrai qu'il pâtisse, bien entendu, de l'abandon de João Almeida, mais malgré tout la stratégie de la UAE est assez difficile à comprendre. On nous dit juste après le samedi, juste après la victoire d'Adam Yates, on nous dit non, on joue quand même pas le général. Souvent pendant la journée de repos on disait non, on joue pas la journée, le général, on joue pas le général, on joue pas le général. À la fin, Sivakov est 10, Adam Yates c'est 11. Pour des mecs qui jouent pas le général, on a vu quand même des coureurs perdre beaucoup plus de temps, surtout que Sivakov est à 5 minutes, 5,34 pour Adam Yates. Donc ils sont toujours dans le paquet pour le top 5. Même si en haute montagne, on voit qu'ils ont un ton en dessous. Toujours un ton en dessous, ils ont du mal à tenir la cadence. Moi, je ne comprends pas pourquoi un des deux, on nous dit Adam Yates joue pas le général. Bah, pourquoi il ne perd pas volontairement du temps? Par exemple, Max Poole. Max Poole a perdu volontairement du temps sur certaines étapes. Tu le vois à plus de 16 minutes. Ah, il veut jouer les étapes, il veut jouer les étapes, voilà, il perd du temps. Adam Yates, s'il joue vraiment pas le général, il perd du temps volontairement. Aucun des deux n'a perdu du temps volontairement. Donc à partir de ce moment-là, pour moi, Adam Yates, il joue toujours le général.
Sinon, tu perds du temps volontairement. Tu ne t'accroches pas à une 11e place. C'est là où, pour moi, en termes de stratégie, chez UAE, on a du mal à comprendre ce qu'ils veulent vraiment faire. Parce que Sivakov, on pourrait le laisser tout seul devant. Sauf que Sivakov, qui était pourtant derrière Adam Yates il y a 2 jours, on le fait partir dans une échappée. Une échappée qui a été dure à aller chercher en plus, hein, à l'heure de l'étape de dimanche, pour reprendre au final une minute. Une minute sur Roglic. Et un truc genre une 20 ou une 30 sur O'Connor. C'est quand même beaucoup d'efforts pour prendre une 10e place. Donc j'ai beaucoup de mal à comprendre la stratégie de la UAE. Je trouve qu'on part un peu dans tous les sens, que ça manque de cadre. On a perdu le leader suprême pour cette Vuelta qui devait être Jean Almeida. Et depuis, alors on a une attaque d'Adam Yates un jour, une attaque de Sivakov un autre jour, des attaques de Marc Solé, McNulty aussi, Jevine, qui sont en attaque. Mais ça part un peu dans tous les sens. Pour tout vous dire, rien que le classement de la montagne. Dimanche dernier, Adam Yates, c'est à 22 points. Ce soir, Adam Yates, on est lundi soir, hein, il est toujours à 22 points. Pour un mec qui joue pas le général, qui pouvait jouer peut-être le classement de la montagne, bah c'est pas bien joué. Et on se partage les points chez UAE. C'est la seule équipe qui a 3 éléments dans le top 10 du classement de la montagne. Mais avec aucun qui n'est leader, parce que c'est Van Aert qui est leader pour le moment. Vous avez Jevine qui a égalité avec Van Aert, mais vous avez aussi Marc Solé qui a 25 points, et donc Adam Yates qui a 22 points. Autant vous dire que si Marc Solé avait donné ses points de Jevine, ou si Adam Yates avait récupéré les points de Jevine, pour le moment, Adam Yates aurait quand même une marge de 22 points, potentiellement, voire plus peut-être, sur Van Aert. Donc c'est là où vous voyez que ça part dans tous les sens, c'est fouillou. Alors sur les sprints, c'est un peu plus clair, c'est Baroncini qui tente sa chance. Bon, ça c'est normal. Baroncini, il a tenté sa chance déjà au Portugal et c'est le mec qui a la meilleure pointe de vitesse chez UAE. Mais je trouve qu'on part un peu dans tous les sens. Des fois, on se court après dans les échappées. Ça, c'est aussi pas top. Donc, ouais, ça serait bien d'avoir un cadre et d'avoir une stratégie un peu meilleure. Voilà, c'est ça qui m'énerve du côté de chez UAE. Où je trouve que la stratégie n'est pas excellente. Ils ont 31 minutes d'avance au classement par équipe. J'avais dit 38, c'était 31 minutes 08. Voilà. On poursuit avec les Bleus. Pas incroyable. Alors oui, il y a David Gaudu. Mais après, c'est un peu compliqué, quoi. Pour le général, déjà, on n'a que David Gaudu parce que Guillaume Martin est quand même très loin et puis il n'a jamais été dans le tempo, hein, Guillaume Martin, sur cette Vuelta. En passant Cofidis, qui est l'équipe qui a le plus d'abandon. Après, Yann Coquard a abandonné, mais l'Astra aussi, hein, ils sont plus que 4. Kenny Ellison aussi qui avait abandonné très vite, donc ce qui montre que la sélection n'a pas été bonne, parce que si au bout de 10 jours de course, tu perds déjà la moitié de ton équipe, c'est qu'il y a eu un problème dans la sélection. Parce que je veux bien qu'il y ait un coureur qui tombe malade, mais alors la moitié de l'équipe, serait quand même fort de café un petit peu. Et puis après, bon, il y a certes eu la belle performance de Paché derrière Van Aert, il peut rien faire, pour moi il peut pas battre Van Aert. Bon voilà. Moi je trouve qu'il court pas si mal que ça en plus. Ce jour-là, je sais qu'il y a certains dans les commentaires qui ont trouvé qu'il avait mal couru. Je me dis que de toute manière, ce jour-là, Van Aert était injouable. Voilà, donc là c'est compliqué dans ce genre de situation. Armirail, il fait un gros job d'équipier. On l'a vu aussi dans quelques échappées. Mais là encore, Armirail, dans une échappée, c'est compliqué pour lui parce qu'il n'a pas de grosse pointe de vitesse et c'est pas le meilleur grimpeur. Donc ça devient un passe évident pour aller gagner des grandes étapes. On a vu aussi beaucoup Lebert du côté d'Arkea. C'est l'un des rares coureurs chez Arkea qu'on a énormément vu. Mais qui se retrouve souvent lâché, mais qui a été présent dans beaucoup d'échappées. Et puis Victor Lafay qu'on a assez peu vu. C'est vrai que le problème de Victor Lafay, comme de Geoffrey Bouchard, hein, en passant, c'est que c'est des coureurs qui ont eu le malheur d'avoir une saison extrêmement tardive. Et ça manque peut-être un peu de jours de course, où ils ont enchaîné beaucoup de jours de course aussi pendant le mois de juillet. Et au bout d'un moment, il y a un petit peu de fatigue. Mais encore une fois, hein, c'est des coureurs. Lafay, il a repris autour de là. Hein. Donc il a repris mi-juillet. Bouchard, il avait repris au championnat de France, donc ça devait être le 20 juin, un truc comme ça. C'est des coureurs qui ont repris tellement tard qu'au bout d'un moment, c'est compliqué d'obtenir
des bons résultats. Et la saison de Lafay, déjà pas si horrible que ça, vu le retour extrêmement tardif. Donc ouais, les Bleus, pas exceptionnels. Après, bon, quand on voyait la liste de départ sur ce Tour d'Espagne, on s'attendait quand même pas non plus à des miracles. Kern Pharma, Kern Pharma, c'est vrai qu'il a éteint Euskaltel. Hein. Autant la semaine dernière, j'avais dit à Euskaltel, c'est bien. Bon, autant cette semaine, à Euskaltel a été très discret, voire quasiment invisible. Alors que la Kern Pharma était assez exceptionnelle. Hein. 2 victoires. On rajoute à cela un top 5 également avec Pau Mikel sur le sprint de samedi. Et super résultat avec l'histoire en plus. Avec le fondateur de l'équipe qui est mort juste avant la première victoire, avec l'émotion. On se souvient par exemple, la Bahreïn, la mort de Gino Meder, ça avait créé quelque chose dans l'équipe qui avait permis d'obtenir des résultats. Je pense que la mort de Gino Meder, par exemple la victoire de Mohoric, il avait dit, hein, mais il y avait un mec pour souffler dans mon dos quoi, ce jour-là. Mohoric. Et je pense qu'il y a des mecs qui se sont dépassés. Soit tu t'écroules complètement, soit tu te dépasses. Et je crois qu'il y a des décès parfois qui provoquent un dépassement. Et ça avait été le cas autour de la Bahreïn et de la mort de Gino Meder. Et je crois que Kern Pharma ça a aussi déclenché des résultats, même si les résultats étaient déjà très bons depuis cet été. C'est-à-dire quand vous regardez les meilleurs résultats qu'ils ont obtenus, c'est quasiment depuis début juillet. Hein. Donc ça fait depuis 2 mois qu'ils roulent vraiment sur l'eau. En ce moment, la Kern Pharma, et qu'ils ont des super résultats, qu'ils enchaînent les semaines de qualité. Ils sont en forme. Alors bien entendu, il y a José Manuel Parra également qui est dans le top 20. Forcément, ça va faire jaser. Ça va faire jaser pour plusieurs raisons. Déjà, Kern Pharma, c'est une entreprise pharmaceutique. Donc on peut se demander s'il n'y a pas des intérêts à prendre presque des produits pour mettre en avant la marque, je ne sais pas, mais est-ce qu'il n'y a pas des facilités de ce côté-là? On va pas se mentir, l'Espagne traîne une réputation depuis l'affaire Puerto aussi, hein, qui remonte il y a 20 ans, mais comme ça a été l'affaire Puerto, ça a été hyper opaque, le procès n'a abouti à rien. On sait très bien qu'il y a encore des médecins espagnols qui travaillent. Il y a eu l'affaire Miguel André Lopez notamment. On sait très bien qu'il y a des médecins espagnols qui travaillent toujours et qui fournissent encore des produits. Il y a eu en plus les nombreuses affaires au Portugal, qui est le pays d'à côté. Hein. On va pas revenir sur les équipes portugaises. Forcément, il y a toujours il y a un climat qui reste en Espagne assez pesant. Je rappelle que l'affaire Puerto a abouti à un pchit, quoi, hein, et que l'affaire Puerto a eu des conséquences. En final, on ressent les conséquences de l'affaire Puerto presque plus aujourd'hui qu'il y a 10 ou 15 ans, quand c'était tombé. Il faut se rappeler quand même que l'affaire Puerto, on parle toujours en France de l'affaire Festina. Mais l'affaire Puerto, il faut s'imaginer que c'est l'affaire Festina, mélangée à l'affaire Balco des États-Unis, mélangée presque à l'affaire d'Erlas en Autriche. C'est-à-dire que c'est un système qui a fait crouler quand même des équipes majeures du cyclisme. La Liberty Seguros, c'est-à-dire la structure de la ONCE, qui était une équipe majeure. Il faut savoir le poids qu'avait la ONCE de la grande époque. Hein. La Kelme, qui était tombée aussi à ce moment-là. Le nombre de cyclistes espagnols et même étrangers qui sont tombés. Le nombre de personnes qui sont tombées en athlétisme. Notamment le demi-fond espagnol qui dominait l'Europe. Alors, le demi-fond espagnol, dans les années 2000, il dominait l'athlétisme espagnol. Et d'autres disciplines. On sait très bien que dans le foot, il y a eu des ramifications. Puerto, en fait, c'est la première affaire. C'est la même base que Aderlas, on va dire. Et c'est pareil que Balco. Il y a eu Balco. C'est-à-dire que avant, c'était une équipe qui organisait tout le système de dopage. L'affaire Puerto, c'est pas une équipe. Ce sont des médecins qui organisent tout un système de dopage. C'est pareil pour Balco. Balco, c'est même une entreprise presque qui gère tout ça. Parce que Balco était une entreprise pharmaceutique. Là, ce sont des médecins qui gèrent. Et donc, au lieu que ça se limite qu'à une équipe ou 2 équipes, ce qui était le cas avant, ramification dans énormément de sports. C'est ça la grosse différence de Balco et de Puerto,
par rapport à l'affaire Festina, où c'est juste une seule équipe, ou à l'affaire de la Gerolsteiner, où c'est juste l'équipe Gerolsteiner, ou l'affaire Rabobank, où c'est juste la Rabobank. Et à Derlas, c'est pareil. Parce qu'à Derlas, au départ, ça commence avec le ski de fond, parce que je rappelle que les mecs ont eu la bonne idée vraiment complètement con. Alors déjà de faire des transfusions sanguines, et ensuite de se montrer en train de faire des transfusions sanguines, enfin de ne pas se cacher derrière les caméras. Ça commence comme ça, et puis il y a des ramifications dans d'autres sports d'hiver, et le cyclisme, je pense notamment à Georg Preibler. Et c'est pour ça que Kern Pharma, ça surprend, parce que déjà c'est vrai que ce sont des jeunes coureurs, donc potentiellement c'est quand même des coureurs qui sont capables d'avoir un pic d'un coup et d'éclore d'un coup. Mais c'est vrai que le côté équipe espagnole, le côté entreprise pharmaceutique qui est derrière, c'est sûr que ça met des doutes à certaines personnes. Après, moi je dis toujours, il y a toujours des gens qui voudront se doper, et puis encore une fois, moi je fais confiance, peut-être aveuglément, mais aujourd'hui à la lutte antidopage, et moi je préfère arrêter de discuter des doutes sur certains coureurs. Il y aura toujours des mecs qui ont des doutes sur les coureurs, même quand on te dira que les contrôles sont tel un tel. Il y aura toujours des mecs qui auront toujours des doutes, parce qu'il y a aussi des mecs qui ont fait un business du doute. Je pense à Antoine Vaillet notamment. Mais moi je préfère plutôt qu'on s'intéresse à la lutte antidopage et au manque d'argent de la lutte antidopage, ou les problèmes que peut avoir la lutte antidopage, ce qui semble bien plus intéressant au niveau débat. On passe à autre chose, on passe aux équipes qui vont devoir se sauver dans cette dernière semaine. Et oui, des équipes qu'on n'a pas vues, peu vues, qui ont raté leur objectif et qui doivent, qui n'ont plus qu'une semaine pour assurer un petit pécule, un petit quelque chose. Je pense à la Bahreïn. C'est vrai qu'on partait autour d'Antonio Tiberi. Bon, Jack Haig n'est pas dans le top 15, je crois. Au général, je vais regarder le général, mais il n'est pas dans le top 15 pour moi, Jack Haig. Il est 18ème, Jack Haig, donc, et puis en plus il est 18ème avec un écart déjà avec le 17ème. Ça va être dur de gagner des places au général. Maintenant, l'idée est d'aller chercher une victoire d'étape, ce qui ne va pas être si évident que ça, parce qu'il va y avoir quand même du monde au balcon pour Jack Haig. Et puis, quand tu regardes bien, Sutterling au niveau des sprints, à part si Sutterling fait un miracle à Geoffrey Soupe, ça va pas être évident non plus. Bon, Trahen, ça va pas être facile. Milosevic et Gradek, j'en parle même pas. Donc, on est dans une situation qui est compliquée. Autre équipe, Intermarché. Bon, Menti, c'est pas dans le coup cette année. Et puis, on a un peu personne. Taramae, qui a vu Ryan Taramae, qui va partir dans une équipe asiatique de Continental. Hein, ça a été l'info-transfert du jour. Bon, Petili, Paco, on les a peu vus. Arne Marit, on a compris quand même que sur les sprints, ça allait pas le faire. Donc là aussi, ça va être compliqué de se sauver sur cette semaine. Bon, la Cofidis, ils sont plus que 4. Bon, on a vu Yann Izaguirre, mais c'est vrai que l'équipe est un petit peu en perdition avec Izaguirre, Rada, Champion et Guillaume. Martin. Astana. Alors, Astana, c'est un peu méchant parce qu'on a vu Terrada, mais on a vu même Vinokourov. Mais c'est vrai que Fortunato est 17ème, donc ça serait bien d'obtenir une victoire ou un gros top 5 du côté de cette équipe. Bon, à Ousketel, mais ça me semble compliqué du côté de cette formation, surtout qu'ils ont pu à Berastori pour les sprints. Et puis j'avais noté la Lotto aussi, qui au final a perdu Van Edvelt. À Ariane Nivins, mais qui n'a pas fait mieux que 7 ou 8e sur les sprints. Et après derrière, ils ont perdu quasiment leurs deux meilleurs coureurs. C'est vrai qu'ils ont perdu, en montagne, ils ont perdu Van Edvelt et Andreas Krohn. Il te reste Sepulveda. En montagne, c'est compliqué quand même, Sepulveda, pour aller chercher la gagne. Après, c'est De Rent et Campenard. De Rent, on sent que cette année, c'est compliqué. Même si on l'a vu à l'attaque, à la régulière, ça semble compliqué. Et Campenard, pourquoi pas? C'est vrai que l'étape, moi je pense l'étape de jeudi, si je ne me trompe pas, qui est une étape de moyenne montagne, mais avec un final qui n'est pas forcément extrêmement dur. Cette étape il y a une côte de première catégorie, mais après c'est assez roulant.
ça pourrait peut-être lui convenir à Campenard. Donc c'est peut-être comme ça que tu vas réussir à sauver ta course, mais c'est vrai qu'il y a des équipes qui sont en difficulté. Et puis on va finir avec quelques petits derniers trucs pêle-mêle. La bagarre pour le maillot blanc, très intéressante pour cette dernière semaine. Elle va nous tenir en haleine, cette bagarre pour le maillot blanc. Je rappelle pour le moment le classement, 3 coureurs en 18 secondes. Et avec Lipovic qui est équipier de Roglic, donc qui va quand même devoir peut-être se sacrifier pour Primoz Roglic. Carlos Rodriguez qui était plutôt bien mais qui a eu une journée de dimanche catastrophique. Skelmose qui avait eu un début de course pas exceptionnel, mais qui est le meilleur des trois sur le contre-la-montre. Lipovic, sur 30 km, on ne sait pas ce que ça donne. Mais Skelmose est potentiellement le meilleur des trois sur le contre-la-montre. Il est meilleur que Rodriguez. C'est-à-dire que sur 30 km, Rodriguez, il va falloir qu'il cravache. Donc là, ça va être intéressant du côté de cette bagarre pour le maillot blanc, pour voir comment ça va se passer. La bagarre pour le classement de la montagne également, parce que Van Aert, Jevine à égalité. Pablo Castrillo est pas très loin derrière, hein. Il y a 9 points seulement. Et puis derrière, on a quand même des coureurs qui restent en embuscade. Soler, Adam Yates, par exemple. Roglic, qui a quand même 18 points, mais ça va être intéressant de voir comment ça va se passer du côté de ce classement-là. Du côté de la UAE, ça c'est vrai que la UAE peut peut-être jouer sur plusieurs cartes. Est-ce qu'on misera tout sur Jevine ou est-ce qu'on va tenter un coup d'esbrouf avec Marc Soler ou Adam Yates? Ça va être la grande question du côté de ce maillot. Et puis je termine avec cette dernière semaine. Encore une dernière semaine dure, mais un peu moins dure cette troisième semaine que la deuxième, notamment avec 2 journées, dont une qui pourra aller au sprint. La journée de mercredi, l'arrivée à Santander, une étape qui ne sera pas très compliquée, 2500 mètres de dénivelé positif, mais avec les côtes au milieu de l'étape. Donc ça peut peut-être convenir à un sprinter, même si ça sera une étape qui sera très courte, seulement 140 km. Et le lendemain, on part de Vitoria-Gasteiz pour le parc naturel de Ischia. Et là aussi, il y a peut-être quelque chose à tenter pour les baroudeurs et pour les baroudeurs qui ne sont pas forcément les plus grands grimpeurs. Alors il faudra voir quand même sur l'étape de Santander s'il n'y a pas une bagarre Caden-Groves avec Bittner et avec Van Aert, parce que c'est la dernière occasion pour les sprinters potentiellement. Et puis il y aura 3 étapes difficiles, donc demain les Lagos de Covadonga, l'étape de l'Alto de Moncalvillo, également vendredi, et puis l'étape extrême du Picon Blanco avec 5000 mètres de dénivelé positif sur cette journée qui va être vraiment très difficile. Et puis le contre-la-montre pour finir, 24, oui j'avais dit 30 bornes, c'est 24 km 600 autour de Madrid, avec un chrono qui n'est pas extrêmement dur, qui est assez roulant, mais il faudra faire attention parce que c'est 25 bornes, c'est pas 10 km de contre-la-montre. Donc ça peut faire des gros écarts, surtout s'il y a match, et ça peut nous donner un beau suspense pour la fin. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Meilleure Production. Ciao, ciao!